Chapitre 7. Le lendemain, Cornebit a une bonne surprise en arrivant sur la vigne. La vieille n'est pas là, et le surlendemain non plus. Elle a la doute, soi-disant. Eh bien, qu'elle la garde, pense Cornebit. Ce n'est pas lui qui la retraitera. Alors, cette course, lui demande le vigneron, avec qui il continue à faire la belle équipe. Vous auriez votre chance avec vos grandes jambes là. Faut voir, promet Cornebit, faut voir. Mais sa décision est prise. Le dimanche matin, un doux soleil d'automne baigne la place du village où se pressent déjà une vingtaine de concurrents et autant de spectateurs. Devant la fontaine, un gros homme en sueur sous son chapeau de paille est assis à une table branlante. Il prend des inscriptions. Votre nom, monsieur? Cornebit, répond Cornebit. Professionnel? Amateur. Vous êtes équipé? Équipé, c'est-à-dire? Eh bien, pilote de course, chaussures de course. Pour les chaussures, je garderai les miennes si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Pour la culotte, je n'en ai pas, non. Le gros homme plonge son bras dans un carton sous la table. Tenez, ici celle-là. Et si vous ne voulez pas montrer vos fesses, allez vous changer dans la cabine en bois là-bas, c'est les vestiaires. Et mettez ce dossard surtout. Quand au bout de quelques minutes, Cornebit ressort de la cabine, chemise et pantalon sur le bras, pied explose de rire. Depuis qu'ils se connaissent, et cela fait longtemps, il ne l'avait jamais vu dans une tenue aussi ridicule. Les maigres jambes blanches et poilues ressemblent à des bâtons sous la grande culotte qui flotte. Qu'est-ce qui te fait rire? Se vête Cornebit en lui jetant son pantalon au nez. Aide-moi plutôt à enfiler ce dossard. Pied tâche de grimper le long de la jambe comme à son habitude, mais là, sans la toile du pantalon, il manque de prise, surtout qu'il rit comme un bossu. Tu me griffes, imbécile, s'énerve Cornebit. Il s'agenouille pour que le pied puisse atteindre son épaule et ficeler le dossard. C'est le numéro 27. Un quart d'heure plus tard, ils suivent le chemin rectiligne qui longe la vigne aujourd'hui déserte. Pied trottine avec une dizaine de mètres de retard, mais son compagnon s'en soucie guère. Cornebit, attends-moi, je n'arrive pas à te suivre. Monsieur avait la force de rire tout à l'heure, monsieur aura bien celle de me suivre maintenant. Mais pourquoi tu te fatigues avant la course? Je ne me fatigue pas, je marche, et je repère les difficultés du parcours. Ça pourra me servir, figure-toi. Il contourne la vigne par la gauche, puis monte sur 2 bons kilomètres un raidillon qui s'en va entre les êtres et conduit au sommet de la colline. Mon petit pied, pronostique Cornebit. La course se jouera ici. Cette montée est un véritable casse-pattes. Ceux qui voudront frimer dès les premiers tours s'en mordront les doigts. Pied le rejoint hors d'haleine. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que la course se jouera ici et nulle part ailleurs, dans cette côte. Alors, laisse-moi ici, je t'encouragerai. À chaque fois, tu passeras. Cornebit cache son sac et ses vêtements dans un taillis, puis il installe pied sur la branche basse d'un hêtre adossé au tronc. Tu ne bouges pas d'ici, et tu ne te fais pas remarquer. Tu sais que je déteste ça. Je viendrai te chercher après la course. Allez, à tout à l'heure. Cornebit s'en va déjà à grande enjambée dans la descente de l'autre côté de la colline quand il entend derrière lui la voix de Pied. Hé, Corne! Il se retourne. Oui? Ben, bonne chance! Cornebit bredouille des remerciements et s'en va. Il n'aime pas laisser Pied seul quelque part. Arrivé sur la place du village, il reconnaît à peine l'endroit. Ça grouille de monde. Il avance au hasard entre les concurrents qui se préparent. Le vigneron disait vrai. Il en est venu de partout.
des longs maigres tout en os, des petits trapus qui font rouler leurs muscles, des noirs de peau, des blanches nez, des poilus, des lisses, de tout. Certains sautillent sur place pour s'échauffer, d'autres font des assouplissements. Il y en a un touché sur le dos qui se fait masser les mollets. Cornebite, lui, estime qu'il est assez chaud comme cela, et il reste piqué au milieu un peu étourdi. Vous avez le 27 ? Il se retourne. Celui qui lui parle est près un vieil homme, dossard 30. Il a noué un mouchoir sur sa tête à demi chauve et il sourit timidement. Votre dossard, le 27. Je l'avais l'année dernière. Ah oui ? Oui, il m'a porté chance. Vous avez gagné ? Gagné ? Oh non, je l'ai fait depuis 20 ans et je ne l'ai jamais gagné. Mais l'année dernière, avec le 27 sur le dos, j'ai terminé la course. Faut le faire ? Cornebite s'étonne un peu. C'est si dur de finir ? L'autre le regarde stupéfait. Ah, bah oui, plutôt. Vous l'avez jamais faite ? Non. Ah, c'est pour ça. Il hésite, regarde craintivement autour de lui, puis il fait à Cornebite le signe distrait de s'approcher. Cornebite se penche sur lui. L'autre tord la bouche de côté et lui souffle entre ses dents. Je vous le dis, à cause du 27, et parce que vous avez l'air d'un jeune type, faites gaffe à la rivière, mon vieux. La rivière ? Et pourquoi je devrais... Mais le gars s'est déjà détourné. Il n'en dira pas plus. Un long bonhomme à lunettes, juché sur un banc, postillonne dans un porte-voix. Les concurrents sont priés de se mettre en place pour le départ derrière la corde. Je répète, les concurrents... Cornebite suit le mouvement et se retrouve aussitôt dans la mêlée. Une bonne centaine de gaillards qui se regardent de travers. Pas un sourire, pas un mot. Il commence à regretter d'avoir laissé le petit pied tout seul pour participer à cette course de sauvage. Enfin bon, maintenant qu'il est là, et voilà, c'est parti. Il n'essaie même pas de se placer en tête. Se positionner dans le premier tiers lui suffit. La course va durer dans les 2 heures. Il est inutile de faire le mariole dès le premier tour. Surprise à la sortie du village. Les bords de la route sont noirs de monde. Ça crie, ça vocifère. Les gens se draperaient les uns sur les autres pour mieux voir. Ils sont enragés dans ce pays. Deuxième surprise, 100 mètres plus loin, on a installé une tribune juste en face de la ligne d'arrivée et tout en haut, on voit le fameux sac d'or posé sur une table. 2 malabars le gardent, les bras croisés sur leur poitrail de lourri. Le long de la vigne, les 200 chaussures soulèvent un épais nuage de poussière. On y voit à peine, ou tous. Cornebite tient son mouchoir devant sa bouche. Il s'applique à courir avec souplesse, à se ménager. Lui semble entendre son nom au milieu des hurlements. Il quitte la vigne qui serait venu pour l'encourager. Ça lui ferait au moins une vingtaine de partisans. Dans la côte bien raide qui conduit au sommet de la colline, certains fainéants commencent déjà à tirer la patte et la file s'allonge. Cornebite raccourcit sa foulée et se laisse doubler par qui veut. Allez-y, mes lapins, on en reparlera tout à l'heure. Mais en haut, quand il lève les yeux pour tâcher d'apercevoir pied, il ne le trouve pas. Et pour cause, les arbres sont envahis d'enfants à califourchons sur les branches ou accrochés comme des petits singes. Ils poussent des cris perçants et jettent des poignées de feuilles. De l'autre côté de la colline, la descente est acrobatique. Le troupeau la dévale dans le plus grand désordre. La moitié des concurrents se tordent les chevilles. Plusieurs se ramassent en beauté. Les voilà maintenant au bord de la rivière. À droite, c'est l'eau. À gauche, un haut talus envahi de broussailles. Entre les deux, un chemin d'herbe plutôt étroit. Un véritable entonnoir dans lequel on passe à 5 de front, en se serrant bien. Le coin n'incite pas à la promenade. C'est sombre, ça sent le bois pourri.
Mais à part tomber dans le bouillon, Cornbury ne voit pas trop ce qu'il devrait craindre ici. Il est justement en train de se poser la question quand il reçoit un méchant coup de coude dans le ventre. Fait-il le souffle coupé. Oh pardon, excusez, grommelle le grand hippogriffe qui court juste devant. L'ennuyeux, c'est que ce type l'a fait exprès. Il peut dire pardon tant qu'il veut. Il lui a volontairement envoyé son vilain coude pointu dans le bide. Ça fait drôlement mal. Et Cornbury reste plié en deux plus de 100 mètres. Mais ça n'est pas fini. Pouf. On entend à l'arrière de la course un type barbote dans la rivière. Il jure comme un charretier. Vous auriez pu attendre le deuxième tour, bande de porcs. Il essaie de s'agripper à la berge pour sortir. Mais les 3 coureurs qui passent à ce moment-là lui écrabouillent la main de tout leur poids. Pardon, navré, désolé. Il lâche prise et boit la tasse une deuxième fois. Décidément, comme ils sont tous polis et bien élevés. Dommage tout de même qu'ils soient tous aussi maladroits. Cornbury ne peut pas se défendre d'un léger sentiment de malaise. D'autant plus qu'en moins de 2 minutes, une dizaine d'autres de concurrents se retrouvent à l'eau. Dès qu'ils tentent de regagner la terre ferme, ils se font piétiner les phalanges. Pardon, désolé. L'un d'eux a une grenouille sur la tête et il regarde passer la meute résignée. Cornbury reçoit encore un coup de genou dans les fesses et une main osseuse dans la figure avant que le chemin n'oblique sur la gauche et s'éloigne de la rivière. La main dans la figure provient de la même brute épaisse que le coude dans le ventre. Dossard 77. Toi, mon poussin, se dit Cornbury, furieux. Je t'ai bien repéré, et je te jure qu'on va bavarder bientôt, toi et moi. Je t'expliquerai en détail la recette du clafoutis aux cerises. Tu vas adorer. Bientôt, il retrouve la foule hurlante, massée des 2 côtés. Un homme hystérique s'élodie. Il en manque 22. Je les ai comptés. 22, je vous dis. Lentement, dans la tête de Cornbury, le règlement de la course se précise. Article 1. Le premier arrivé gagne. Article 2. Tout est permis, surtout le long de la rivière. Article 3. Il n'y a pas d'article 3. Bien, grogne-t-il en pressant son mouchoir rougi sur son équicelle très fort. J'ai pigé. Il suffisait d'être au courant. Maintenant que je connais la règle du jeu, je vais pouvoir m'amuser avec vous, les enfants.